Aujourd'hui, on est là pour la review de l'épisode 17 de Bleach Thousand Year Blood War, qui couvrait notamment le fameux combat de Komamura contre Bambietta et que j'attendais de voir avec impatience. On peut dire que c'est le premier gros fight de ce deuxième assaut Quincy, mais aussi l'ultime bataille de Komamura qui est allé jusqu'à sacrifier sa vie par dévotion envers Yamaji. Mais avant de parler de tout ça, je vous invite comme toujours à claquer vos bankai sur le bouton like et à vous abonner pour partager toujours plus la passion de Bleach. Notez aussi que cette review risque de spoiler et si vous n'êtes pas à jour avec le manga, mieux vaut revenir plus tard. Et maintenant que c'est dit, lançons-nous dans cet épisode 17 que j'ai globalement apprécié, et qui couvrait les chapitres 556 à 559 inclus. Ça fait donc 4 chapitres, mais en vrai certains passages ont été gardés pour plus tard, et on a même zappé le chapitre 555, qui est censé mettre en scène Ichigo quittant le palais du roi, et à mon avis il compte nous faire patienter le plus longtemps possible avant de nous montrer ça. Mais on en reparlera plus tard dans la vidéo d'Ichigo, on va d'abord commencer par le plus consistant, à savoir tout ce qui concerne Komamura. Et je vais pas m'étendre sur le cas Shinji, j'imagine que ceux qui découvrent son sort avec l'anime doivent être choqués, mais bon, c'était à prévoir et de toute façon il aurait rien pu faire. Bambietta c'est le pire match-up pour lui, et comme elle dit, elle a juste à tout faire péter de partout pour toucher Shinji, qui certes se fait surprendre comme un sac, mais bon, ils allaient pas faire durer ce combat qui a déjà été un peu étendu à l'épisode d'avant. Donc oui, rip Shinji, mais il a pu briller un peu plus que dans le manga, c'est déjà bien, et le vrai adversaire de Bambi c'est celui qu'elle appelle le toutou, alias Sajin Komamura. Pour commencer, parlons donc du seul point noir de l'épisode selon moi, mais qui commence quand même à être un peu récurrent, le Bankai de Komamura. Et je parle pas du combat en soi, mais de l'apparition du Bankai en lui-même, qui était assez loin de ce à quoi je m'attendais. Je le répète, un des trucs qui fait le sel de l'anime Bleach et qui apporte une grosse plus-value par rapport au manga, ce sont les passages en Bankai qui sont très souvent des moments mémorables et épiques sur lesquels une emphase particulière est apportée, autant au niveau de l'animation qu'au niveau des effets sonores, de la musique et des doublages. Et il faut dire que dans cette adaptation, j'ai un peu le sentiment que des fois il manque un peu cette emphase, ce petit truc en plus qui rend les passages en Bankai iconiques et extra stylés. Surtout que là on parle de Bankai inédit, et j'avais eu le même sentiment pour le Bankai de Shinji la semaine dernière. C'est un truc que je trouve un peu dommage, et j'attendais quelque chose de plus dynamique et de plus impactant à ce niveau-là, donc je suis resté un peu sur ma faim. Après faut dire qu'ils ont voulu retranscrire aussi le côté un peu triste et tragique de ce combat pour Komamura, et ils y sont plutôt bien parvenus je trouve. Mais j'imaginais quand même le reveal de son Bankai ultime bien plus épique que ce qu'on a vu. Genre quand on voit le géant tout statique qui est déjà derrière lui en entier avant que son armure se brise, j'étais en mode mais non c'est tout. Je m'attendais à ressentir un gros frisson à ce moment-là, c'est quand même le Bankai final de Komamura qui dévoile sa forme sans l'armure. Quelque chose qu'il aurait pas pu faire sans le Jinka no Jutsu dont on reparlera plus tard. Là c'est un peu traité comme un truc banal je trouve, et je le redis, je m'attendais à quelque chose de bien plus percutant pour le reveal de ce fameux Dangai Joe. En tout cas, j'attends votre avis là-dessus, mais c'est le seul point négatif notable qui me vient à l'esprit sur cet épisode, donc je voulais commencer par ça. Le reste, faut dire que c'était pas mal, et pour ce qui est du combat en lui-même, j'ai pas vraiment d'objection majeure. C'était pas parfait, mais le Bankai en 3D m'a pas trop posé de problème, j'ai trouvé que ça rendait plutôt bien. Pareil pour le vol standing de Bambi qui est très classe. Autant des fois, niveau lumière, il y a des plans un peu bizarres, autant là-dessus c'était très bien géré. Et encore une fois, les effets visuels lors des différentes attaques sont très beaux, je trouve. Après, globalement, faut quand même dire que ça manquait un peu de dynamisme et d'impact. Mais parlons un peu histoire. Parce qu'on assiste quand même au dernier combat et à la fin amère de Komamura, qui franchement méritait pas ça. C'était clairement un des capitaines les plus honorables du Gotei, et quand on voit ce à quoi il a été réduit à cause de l'assaut des Quincy, c'est quand même triste. Pour gagner en puissance, il a choisi d'utiliser la technique de métamorphose du clan des bêtes, une faction très mystérieuse dans l'univers de Bleach à laquelle il appartenait autrefois. Mais ces hommes bêtes, qui à la base ressemblaient à des humains, furent maudits puis exilés pour les péchés qu'ils avaient commis, devenant de ce fait des parias vivant en marge de la société. Et c'est ce genre de vie que souhaitait éviter Sajin en fuyant ce clan sinistre, chose qu'il est parvenu à faire grâce à Yamamoto, qu'il a accueilli au sein du Gotei 13 comme l'un des siens et sans jamais remettre en cause son honneur. C'est pour ça qu'il le respecte comme personne d'autre, et qu'il est prêt à risquer sa vie pour laver l'affront qu'il a subi, quitte à donner son cœur au patriarche du clan des bêtes pour regagner temporairement sa forme originelle. Et sous cette forme, il devient immortel, c'est pas plus compliqué que ça, mais c'est évidemment un pouvoir à double tranchant, qui ne dure pas longtemps et qui le transforme après coup en une bête dénuée de raison. Si vous voulez, c'est un peu le Getsuga Tensho ultime de Komamura, sauf qu'au lieu de venir à bout de l'antagoniste principal de l'arc, il bat juste Bambietta et après rip. J'ai toujours trouvé ça un peu dommage en vrai. Surtout quand on sait que toute cette histoire a aussi pour but d'entretenir la longévité du roi des bêtes. En lui offrant son cœur, Komamura lui permet de vivre encore, et on comprend alors que cette espèce de chien géant est une pourriture, même si c'est le capitaine qui a fait le choix de recourir à cette technique. Mais ce qui aurait été vraiment cool, je pense, c'est que Komamura parvienne à arriver devant Yua d'une quelconque manière, et qu'il soit finalement tué de sa main. Ça me paraît être un meilleur dénouement que le capitaine qui se transforme en loup de compagnie et qui sert plus à rien. Surtout que tout ce bordel juste pour battre une Stern Ritter, au final c'est quand même un peu décevant. Quoi qu'il en soit, ça donne donc une fin amère pour lui, qui a succombé au même désir de vengeance que Tosen quelque part, alors qu'il l'avait pourtant critiqué pour avoir pris la décision de sacrifier sa vie pour accomplir sa revanche. Et en parlant de fin amère et de vengeance, Bambietta aussi va subir celle de ses prétendus subordonnés, en tant que leader autoproclamé des Quincy Girls. On en reparlera bien sûr en temps voulu, j'avoue que je suis pressé de voir ce que ça va donner toute cette histoire, mais on va pas faire genre, c'est loin d'être les meilleurs moments de l'arc.
Et on continue avec un mini passage que j'ai trouvé très bien pensé, vous savez quand on voit Uryu qui vient récupérer les Sternritter battus. Dans le manga, cette scène n'existe pas, et on revoit ces deux Quincy un peu après, alors qu'ils s'apprêtent à être jugés pour leur défaite. Et là, le fait de voir que c'est Uryu qui vient les récupérer, je trouve ça très bien. Ça ajoute une certaine aura au personnage qui apparaît comme sinistre et malveillant dans cette scène. Genre le plan sur BG9 qui a l'air en panique alors qu'on voit le reflet d'Uryu dans son œil, c'était trop lourd. Et j'espère qu'on verra encore plus de scènes inédites le concernant. Après ça, il nous reste tout le passage avec Mask et James, et l'apparition de Kensei et Rose qui viennent à la rescousse des officiers battus. Le truc notable ici, c'est qu'on voit le pouvoir de James en action alors que dans le manga, il n'est pas montré à ce moment-là. D'ailleurs, je rappelle que le Sternritter ici, c'est lui. C'est pas lui. Je sais que ça peut sembler bizarre, mais c'est bel et bien la vérité. On voit donc James encourager Mask pour qu'il se relève, et faut dire que c'était plutôt stylé, mais on en verra bien plus la semaine prochaine, quand il nous montrera clairement ses capacités à l'œuvre. Après l'arrivée des deux Vizard, bon bah j'ai kiffé. Comme dans le manga, leur apparition fait plaisir, et même en connaissant leur sort, j'ai quand même été hypé. Moi, on peut dire ce qu'on veut sur ces persos, mais je les adore malgré tout. Et même s'ils ont rarement l'occasion de briller et qu'ils passent même pour des cons dans cet arc, je peux pas m'empêcher d'être content de les voir. Puis qui sait, peut-être que leur combat avec Mask sera meilleur que dans le manga, même si je vous avoue que j'ai pas beaucoup d'espoir à ce niveau-là. Ce que j'attends le plus perso, c'est le Bankai de Rose, et j'espère vraiment ne pas être déçu, même si je pense que je vais revoir mes attentes à la baisse. Après, ce Bankai est parfait pour l'anime, étant donné qu'un Zanpakuto basé sur le son et la musique est forcément un peu plus limité dans le manga en ce qui concerne la mise en scène. Là, en animé, ça pourrait donner quelque chose de ouf, et j'espère que l'OST va envoyer du lourd pour ce passage, que j'aime beaucoup malgré le traitement discutable du personnage de Rose, qui passe vraiment pour un imbécile en révélant ses pouvoirs à son adversaire. Mais en attendant ça, on a encore la scène post-générique avec Ichigo, un truc qui devient récurrent dans cette partie et qui fait plaisir. Le fait de nous montrer ces scènes séparées un peu du reste, ça permet de mettre l'accent sur notre héros de manière particulière, et vous aurez compris à ce stade que le but est de teaser son retour au Seireitei pendant le plus longtemps possible. En tout cas, cette fois, on assiste à la fin de la voie qu'il empruntait, et il parvient enfin à rejoindre ce Tori qui semblait presque inatteignable. Ça confirme encore une fois qu'il est un réceptacle potentiel pour le nom du roi des esprits, mais aussi qu'il doit être conscient de toute l'histoire de Soul Society pour pouvoir prétendre à ce statut. Et comme on l'a vu, il est parvenu à résister à toutes ces visions du passé, qu'on revoit ici mais sans rien de vraiment nouveau. Il y a juste des images de la guerre d'il y a 1000 ans en plus de quelques plans qu'on avait déjà vus sur le roi, et la seule vraie différence c'est qu'on voit cela comme si c'était à travers les yeux du Ryo. D'ailleurs, ce plan qui peut sembler énigmatique à première vue, c'est simplement l'œil du roi des esprits. Y a rien de vraiment caché là-dessous, et à mon avis, le plus important là, c'était pas les visions, mais ce qui vient après. Parce qu'on revoit Ichigo manifester ses pupilles divines dont on a parlé la semaine dernière, sauf qu'en plus, cette fois, il semble subir une sorte de transformation, qui représente en réalité un afflux de pouvoir tellement monstrueux que son corps ne peut le contenir entièrement. Et si je tire cette conclusion, c'est simplement parce que ça ressemble étonnamment au moment où Yua absorbe le roi des esprits. Lorsqu'il entreprend cette folie, il nous dit en effet que la puissance massive du roi jaillit hors de lui, car son corps ne peut pas la contenir, et ça semble être la même chose ici. On peut donc imaginer qu'Ichigo, à travers ce rituel de l'Iratsu Sando, parvient à emmagasiner en lui une puissance similaire à celle du roi. Et le moment où son Zanpakuto se met à briller me fait clairement penser qu'on en verra beaucoup plus pour le Shinigami remplaçant. Je le dis à chaque fois, mais ces scènes sont vraiment très prometteuses pour la suite. Et s'ils nous montrent tout ça, c'est pas juste pour gratter du temps d'épisode comme certains le disent. Ils vont forcément expliciter les visions qu'a eu Ichigo et développer ses capacités par rapport au manga. Sinon ça aurait aucun sens de montrer tout ça et ceux qui ne regardent que l'anime comprendraient pas grand chose. Après je sais pas quand ça surviendra, étant donné qu'Ichigo se retrouve finalement chez Senjumaru après avoir traversé la voie du sanctuaire. Et j'ai vu que ça en a surpris beaucoup, moi y compris, car je m'attendais à ce qu'il tombe sur Ichibei et qu'on lui explique toutes ses visions. Mais il tombe direct chez Shutara, qui rappelons-le est la seule qu'il n'a pas encore vue, vu que son entraînement au Ryoku n'a pas suivi la même route que celui de Renji et Rukia par exemple. Du coup, il lui reste plus qu'à se refaire une beauté chez la déesse du tissage avant de pouvoir redescendre. Et ce sera peut-être l'occasion la semaine prochaine de nous montrer un peu plus en détail le Riden de Senjumaru qu'on voit très peu dans le manga. Mais j'espère vraiment qu'il y aura un débrief avec Ichibei car autrement ce serait vraiment dommage. Parce que j'aimerais bien avoir la réaction d'Ichigo par rapport à tout ce qu'il a appris avec les visions. Après en vrai ça pourrait aussi poser problème s'il en sait trop, donc bon on verra bien, je vais pas me prendre la tête là-dessus à outrance, mais en tout cas j'ai trop hâte de voir sur quoi ça va déboucher toute cette histoire. Mais c'est tout ce que j'ai en stock pour aujourd'hui. Désolé si la vidéo est pas très longue, mais le but c'est de donner un avis synthétique en tant que fan de la première heure, qui rêvait de voir cet arc animé depuis des années, et pas de résumer tout ce qui se passe. Ça vous le savez, vous avez vu l'épisode. J'en profite aussi pour remercier tous ceux qui suivent ces reviews, car c'est toujours un plaisir d'avoir vos avis sur les épisodes en commentaire pour voir si vous êtes d'accord ou non avec mes constats. En tout cas, j'espère que vous êtes aussi impatient que moi pour la suite. La semaine prochaine, c'est au tour de Renji de briller et j'espère qu'ils lui feront honneur. Parce que je vous avoue que plus on s'approche des gros combats, plus je commence à avoir un peu peur que certains soient traités un peu par-dessus la jambe, comme on dit. Mais encore une fois, on verra bien dès que ça arrivera, et en attendant la suite, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.